le plus important. Et j'investis toujours en des personnes qui n'ont rien eu dans la vie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, nous accueillons Déborah Guillotin. Déborah, c'est quelqu'un qui a eu une enfance très compliquée. De ma naissance jusqu'à mes 3 ans, dans une cabine téléphonique avec ma mère, parce qu'on n'avait pas de logement, donc du coup, on vivait à la rue. Malgré cette situation compliquée, Déborah fait de nombreuses études, trouve rapidement des postes à responsabilité dans le salariat et, au bout de quelques années, décide de racheter l'entreprise où elle travaillait, My English School. Quand il m'a dit qu'est-ce qui peut te faire rester, je lui ai dit si tu me vends la société. Et ça, c'était 2 mois avant le Covid, tu vois. Dans cette interview, Déborah va vous expliquer comment est-ce qu'elle a fait pour réussir malgré un parcours et une enfance chaotique. J'ai constamment cette crainte de tout perdre. Je pense que de là où je viens, c'est compréhensible. Comment est-ce qu'elle a fait pour développer son entreprise, pour passer de 1 à 5 centres en France et de 7 à 30 salariés en moins de 3 ans. On se développe par rapport à là où on a le plus de demandes. Déborah Guillotin, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. J'ai grandi de ma naissance jusqu'à mes 3 ans dans une cabine téléphonique avec ma mère, parce qu'on n'avait pas de logement, donc du coup on vivait à la rue. Et on a été rapidement sauvés un peu par l'État français qui nous a mis dans une maison en fait pour mères célibataires qui s'appelle la Carse à Saint-Étienne. Donc c'est la première fois, ce que je te disais, que j'ai vu un jeu. La première fois de ma vie où j'ai vu un jeu, je devais avoir 3 ans et c'était une petite maison en plastique, tu vois, toute ridicule de jardin. Donc j'ai grandi dans cet aspect-là. À l'âge de 9 ans, je perds ma mère et aussi choquant que ça puisse paraître, ce moment-là dans ma vie a été l'un des pires, mais aussi l'un des meilleurs, dans le sens où ma mère avait beaucoup de problèmes de santé. Donc du coup, je me suis retrouvée un peu dans une famille où, vu que ma maman avait des problèmes de santé, on faisait pas grand-chose. J'étais très solitaire, j'allais quasiment pas à l'école d'ailleurs, j'avais beaucoup d'absence, c'est pour ça que j'ai redoublé mon CP. À un moment où ma maman est décédée, en fait, ma sœur, qui avait 18 ans, a décidé de reprendre les 4 frères et sœurs. Donc elle nous a tous repris et elle, par contre, ça a été un peu le chemin inverse, dans le sens où elle était obligée de prendre 3 boulots pour subvenir à nos besoins. Tu vois, le matin, elle travaillait dans une boulangerie à 16h du mat. À midi, elle travaillait dans une société avec des personnes âgées, tu vois. Et le soir, elle travaillait dans un bar où on passait la soirée à lui taper les fesses parce que c'était une serveuse. Donc j'ai grandi avec cette image-là. Et à côté de ça, ma deuxième sœur, ça a été un peu la même chose. Dès qu'elle a eu 18 ans, elle est partie travailler. Et mon frère, qui lui, tant bien que mal, du haut de ses 16 ans, me faisait faire mes devoirs et essayait de faire en sorte que j'arrive à faire quelque chose de ma vie à l'école. J'ai tout ce côté-là qui est très difficile de vie, mais je l'ai utilisé en fait pour grandir de la meilleure des manières. Après, j'ai rencontré ma compagne avec qui on a développé My English School que vous connaissez aujourd'hui. Et... Comment toi tu l'as vécu personnellement, on va dire, toute cette pression sociale autour de toi qui était du coup liée à ta situation, par rapport peut-être aux autres enfants que tu voyais, etc. Tu étais déjà consciente de l'univers enfin, dans lequel tu étais par rapport aux autres? Oui, j'étais consciente, mais après, la vérité, c'est qu'on est quand même en France, et mine de rien, l'État français est un État, je pense, comment j'étais étant enfant, c'est quand même un État qui aide beaucoup. Moi, ma sœur, elle a eu des aides parce qu'elle m'élevait, ça a été compliqué de les avoir, mais elle a fini par les avoir. Moi, ils m'ont aidée jusqu'à mon master. Toutes mes études, la France m'a donné des aides pour que je puisse aller au bout de mes études. Et je me dis, aujourd'hui, on a cette chance-là d'être dans un État où on aide les autres, on aide les enfants qui sont dans le besoin. Et moi, je veux qu'on reste dans cet État-là. Donc au final, non, malgré toute la difficulté de l'enfance, il y a quand même eu quelque chose. Moi, j'ai été considérée comme étant pupille de l'État. Donc pupille de l'État, ça veut dire que tu n'as pas de parents, ni de mère, ni de père. Parce que moi, mon père n'a jamais voulu me connaître, donc j'ai pas de papa. Mais l'État français s'est occupé de moi jusqu'au master, quoi. Donc, Et après ce master, du coup, qu'est-ce que tu as fait comment tu as commencé, en fait, justement, ta vie professionnelle, on va dire parce que tu n'as pas commencé à monter ton business tout de suite. D'abord, tu as voulu te faire peut-être un peu d'expérience. Comment ça s'est passé? Bon, d'abord, un peu d'expérience. Non, je pensais surtout pas que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat, pour être honnête. Je pensais que j'allais simplement faire des études, comme tout le monde, aller travailler dans une boîte, ce qui a été le cas. J'ai travaillé pendant 4 ans à EF. J'étais entre le marché français, le marché espagnol. Du lundi au mercredi, j'étais en France et du mercredi au dimanche, j'étais en Espagne. Entre 2 marchés. Après, j'ai été embauchée dans une société qui était une start-up à l'époque de référencement Internet, donc tout ce qui était Google, tu vois. Quand tu veux cacher des choses de toi, tu mets le corps dans la 2e page de Google parce que personne n'y va. Donc si tu as vraiment des gros trucs que tu veux cacher, fais en sorte que sur la première page de Google, tu aies plein de bonnes choses à montrer, tu vois. Donc j'ai travaillé là-dedans et puis après, j'ai été débauchée par My English School, qui est une société à la base italienne, qui a été créée par Luigi Sguerri, qui est quand même un fondateur italien. Et c'était pour gérer justement le marché français et développer la société. Donc ça, c'était en 2018, jusqu'au Covid. Et arrivé le Covid, l'idée c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait, et j'ai proposé au fondateur de racheter la société avec ma compagne. Tu t'es pas dit je vais la racheter pour la racheter, tu t'es dit je vais la racheter parce que je pense pouvoir faire mieux que le fondateur. Qu'est-ce qui s'est passé justement pour motiver cette décision? Comment tu l'as prise?
Comment tu l'as financé? Comment ça s'est passé ce rachat? Pas forcément mieux que le fondateur, parce que le fondateur, il a quand même 46 centres de formation en Italie, donc c'est un grand entrepreneur à la base. Mais par contre, l'idée, c'était de se dire, c'est un marché différent, marché qu'il ne connaissait pas, et le domaine de la formation en France, il est quand même assez atypique. On ne paye pas pour nos formations, on n'a pas l'habitude de payer. En Italie, en Espagne, ils prennent des crédits pour se former. Nous, en France, tu parles de crédit, les gens, c'est impossible. On a le CPF, on a les OPCON, on a les entreprises qui prennent les formations à charge. Donc du coup, l'idée, c'était de se dire, adapter la méthode italienne sur le marché français. Et c'était ça qui était plus compliqué pour eux, parce qu'ils n'avaient pas cette habitude-là. Donc au final, comment est-ce qu'on s'adapte à un marché qu'on ne connaît pas? C'est ça la vraie question. Donc oui, en la rachetant, je savais que j'allais pouvoir adapter au maximum notre méthode pour répondre aux besoins du marché français. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as changé pour que ça marche? Tout sauf la méthode initiale qui était pratiquer la langue de l'anglais. C'est-à-dire que la base de My English School, c'est vraiment tu pratiques, tu prends du plaisir, tu es dans un environnement décontracté, tu passes la porte, il n'y a plus de crainte en fait. On ne mélange pas les niveaux. Quand je te dis on mélange pas les niveaux, tu vois, un niveau d'anglais c'est de A1 à C2, chez nous un niveau A1 c'est 3 niveaux différents Maïs. Le but c'est que tu sois avec les personnes qui sont vraiment dans ton niveau. Donc on a tout changé sauf la méthode. Quand je dis tout changé, c'est on a été renégocier tous les contrats avec nos prestataires. On voulait faire des économies d'échelle certes, mais on voulait surtout faire des économies tout court parce qu'on n'avait pas d'entrée d'argent et qu'on allait tout perdre. Donc l'idée c'était de se dire, est-ce que je vais aller négocier le salaire de mes collaborateurs ou est-ce que je vais aller négocier les factures et ce genre de choses. Donc moi j'ai tout négocié, j'ai récupéré jusqu'à 100 000 € comme ça. Et à côté de ça, j'ai eu quand même une discussion assez intéressante avec mes collaborateurs. C'est que je me suis posée avec eux moi et ma compagne, on s'est posé avec eux quand on a racheté et on leur a dit voilà, la réalité absolue aujourd'hui, c'est que nous on est 2 petites personnes, enfin même 3 parce qu'il y avait mon collaborateur Fabio aussi. On est 3 à racheter aujourd'hui, mais on n'a pas les fonds de l'Italie. On fait pas 40 millions de chiffre d'affaires, on est tout petit, les banques n'ont pas confiance en nous. Enfin, on a quand même dû se battre pour avoir un PGE. Hein. Si vous voulez partir maintenant, on le comprend parce que nous pendant 1 an, on va pas pouvoir vous payer de primes. On vous le dit maintenant parce que si vous voulez partir, on ne veut pas vous forcer à rester dans un job. Et au final, ils sont tous restés. Ils se sont tous battus avec nous, ils ont tous voulu rester. Et aujourd'hui, on le voit, on a la même équipe depuis 5 ans, ils sont tous montés en compétences, parce que dès qu'on a commencé à faire de l'argent, c'est les premiers qu'on a augmentés et qu'on a fait en sorte de faire évoluer aussi, quoi. Ils ont eu confiance en nous quand on était tout petits. Le fait d'aller oser, de se dire oh, je suis dans une société où je vois une société, etc. et du coup j'ai envie de la racheter, c'est quand même une personnalité qui est atypique. Explique-nous un peu cette psychologie, parce que là, la psychologie que tu nous expliques, c'est déjà la psychologie d'entrepreneur ou de quelqu'un qui a envie de monter, qui a envie de créer quelque chose. En fait, si tu veux, je pense que dans ma vie, j'ai tellement rien eu qu'au moment où j'ai eu l'opportunité potentiellement de faire quelque chose de bien, je l'ai saisi. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne saisissent pas les opportunités qu'on leur donne. Et en fait, pour moi, la vie, c'est vraiment une conséquence de rencontres que tu fais. Enfin, c'est des gens qui t'ont aidé quand tu étais au plus bas. Enfin, c'est des amis comme celle qui est là-bas et qui m'a aidé quand j'avais pas d'appartement à Paris et qui m'a hébergé chez elle. Enfin, tu vois, c'est vraiment la vie fait que tu rencontres plein de gens. La vie fait que, au final, toutes ces rencontres et ces opportunités, quand tu les prends, quand tu les saisis, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Enfin oui, au moment où j'ai racheté la société, c'était pas une société qui était rentable. C'était pas une société qui faisait beaucoup de chiffre d'affaires. C'était pas une société qui était connue. On est quand même dans un domaine qui est super compétitif. Hein. La formation à l'anglais, aujourd'hui, vous tapez sur Google, il y a 600 centres de formation différents. Ouais. Enfin, à l'époque, aujourd'hui moins, mais à l'époque, c'était le cas. Mais par contre, j'avais en face de moi un entrepreneur qui s'appelait Luigi, en qui j'avais confiance. J'avais confiance en sa vision, j'avais confiance en ce qu'il voulait faire, et je savais que même en rachetant la société, parce qu'il faut le dire, j'ai pas eu besoin de prendre de crédit, il m'a fait un crédit vendeur. Ça veut dire que lui, il a il s'assure de rien du tout. Si demain la société fonctionne pas, il récupère pas son argent. Enfin, j'ai quand même eu un entrepreneur en face de moi que je te l'ai déjà dit, qui a cru en moi, en quelque sorte dit, ok, prends cette société, fais-la fonctionner. Moi, je suis là derrière et je t'aide. Donc, ça aide beaucoup un entrepreneur. Quand tu as quelqu'un qui fait 40 millions de chiffre d'affaires qui te dit te soucie pas de me payer des factures, soucie-toi de faire marcher ta société. Donc j'ai quand même eu ce démarrage qui était un peu plus simple dans le sens où j'avais cet homme derrière moi qui est quand même super important dans ma vie, même encore aujourd'hui, tu vois. Est-ce que du coup toi tu as eu des confrontations par rapport à ton entourage, les gens qui... Parce que l'anglais, ce que tu m'expliques, c'est que Luigi, donc cette personne-là t'a beaucoup aidé. Est-ce que également tu as des personnes qui, au contraire, on va dire, te disaient de te méfier, de faire attention Alors, ça peut paraître bizarre, hein, mais à chaque fois que je regarde les podcasts d'entrepreneurs qui disent « mes parents me disaient qu'il fallait pas le faire », enfin moi, ma famille, peut-être qu'on est tous fous, hein, mais tout le monde m'a dit « mais vas-y, fais-le », et puis s'il y a besoin de quoi que ce soit, on est derrière. Enfin, je te le disais tout à l'heure, on était une fratrie de 5, on est une fratrie de 4 aujourd'hui. On peut tous compter les uns sur les autres. Enfin, moi, ma sœur, si demain je suis à la rue, je sais que j'aurai toujours une place chez elle, tu vois, un peu comme vous avec vos parents, je pense. Donc non, ils m'ont tous dit d'y aller, ils m'ont tous dit de saisir l'opportunité, et j'ai personne qui s'est mis sur mon chemin en me disant non. Même ma propre compagne, elle m'a dit on y va. C'est elle qui a investi la majorité de l'argent au début pour relancer la société. Enfin, on avait les comptes qui étaient en négatif, c'est elle qui a comblé les comptes, c'est elle qui a comblé les découverts, c'est elle qui a mis de l'argent pour qu'on redémarre.
Elle a utilisé quasiment toutes ses économies dans le projet, donc pour te dire à quel point elle avait confiance en moi et confiance au projet aussi. Et au bout de 2 ans, elle est venue et aujourd'hui, elle est à 100% sur My English School, tu vois. Pas du tout une âme d'entrepreneur. Enfin, aucune de nous deux n'avait une âme de... Enfin, je pense... J'avais peut-être une âme d'entrepreneur intérieurement, je le montrais pas. J'ai toujours été directrice commerciale, j'ai toujours voulu aider les startups à se développer. Ce qui m'intéresse le plus dans une startup, c'est vraiment le début. Quand elle commence à monter, après, je m'en intéresse plus. Donc, tu vois, j'ai vraiment cet esprit-là de vouloir toujours grandir. Comment tu leur avais prouvé que tu étais quelqu'un de fiable, que tu étais la personne de la situation pour reprendre ce projet? Qu'est-ce qui a fait qu'ils t'ont fait confiance, en fait, tu penses? Luigi, je pense, ça faisait 2 ans qu'il travaillait avec moi et qu'il voyait un peu le tempérament que j'avais. Puis c'est assez simple. Enfin, je lui avais donné ma démission et je lui avais dit je quitte le projet parce qu'en fait, au final, vous m'écoutez pas. Et quand il m'a dit qu'est-ce qui peut te faire rester, je lui ai dit si tu me vends la société. Et ça, c'était 2 mois avant le Covid, tu vois. Quand le Covid est arrivé, je lui ai envoyé un mail en lui disant voilà, ma proposition, elle tient toujours. Ou dans 1 mois, je suis plus là. Ou alors je te rachète la société. Donc du coup, tu vois, dans un certain sens, je pense qu'il s'est dit waouh, cette fille, elle abandonne pas. Là, on est en plein Covid. Enfin, je lui ai envoyé le mail en mars. On était en plein Covid. On a vendu 200 € parce que plus personne se formait, tout était à l'arrêt. Et la fille, elle t'envoie quand même un mail en te disant ma proposition du mois de janvier, elle tient toujours. Et si je peux racheter, je le rachète. Donc je pense que ça a été vraiment une circonstance de tout. Et il a apprécié la femme que j'étais, je pense. Donc au final, il a voulu vraiment m'aider à me lancer. Il m'a donné une opportunité dans ma vie que personne d'autre aurait pu me donner. Les autres personnes, ils m'ont vu travailler pendant 2 ans. Enfin, j'ai des success stories, oui, non. Je vais pas être le genre de personne qui va dire ouh, toutes mes sociétés font 1 million de chiffre d'affaires, alors que c'est vrai, ça non. Parce que c'est une succession de personnes avec qui tu travailles aussi. Enfin, moi, mes collaborateurs à Maïs, la société serait jamais ce qu'elle est aujourd'hui s'ils étaient pas là. Et j'aurais jamais la prétention de dire je suis la meilleure des entrepreneurs et tout ce que je fais, c'est moi. Et je déteste ça. On sent vraiment dans tout ce que tu dis que l'humain, on va dire, est vraiment le premier cercle. Et si tu as confiance, parce que tu vois, quand moi j'ai racheté, je manageais ces équipes-là. Ils ont toujours eu confiance en moi parce que je les manageais, je les manageais, entre guillemets, je les manageais de la bonne manière, tu vois. Enfin, pour moi, le management, c'est une question de respect, c'est une question d'accompagnement, c'est une question de tu fais confiance aux personnes avec qui tu travailles. Donc, ils ont vécu ça pendant 2 ans avec moi et après, je rachète la société. Donc, ils avaient déjà une idée de qui j'étais, si tu veux, en quelque sorte. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais modifié plein de choses dans cette société. Tu nous avais dit que tu avais renégocié beaucoup de contrats pour faire des économies. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis d'autre en place pour déjà, on va dire, optimiser l'existant? Quand moi j'ai racheté, en moyenne, on était payé sous 24 mois. Parce que tu vois, les OPCO et l'État te payent en fin de formation. Et une formation, ça dure combien de temps, juste pour le contexte? Nous, à l'époque, les formations, elles pouvaient durer jusqu'à 24 mois. Aujourd'hui, je ne fais durer aucune formation plus de 9 mois. Déjà pour 2 choses. Parce que nous, on a besoin d'être payés à un moment donné. Mais aussi parce que dans 24 mois, je sais pas où je serai, ni toi. Enfin, quel est l'intérêt de te forcer à signer un contrat sur 24 mois? Non. On fait 9 mois, on voit comment ça se passe, et au bout de 9 mois, on renouvelle si on veut. Et d'ailleurs, on a 40% des gens qui renouvellent, ce qui est énorme. Dans notre domaine, on est très très loin de ça. On a 0,2% d'impayés sur un chiffre d'affaires à 1,6 million, enfin, pour te donner une idée. Parce que les gens aiment ce qu'on fait. Après, j'ai renégocié tout ça, c'est-à-dire que les formations, je les ai revues à la baisse. Aujourd'hui, une formation, ça va de 1 mois à 9 mois. On est passé en moyenne à 4 mois de paiement, et demain, on sera même à 1 mois et demi. C'est constamment, en fait, si tu veux, l'entrepreneuriat, des optimisations de choses. Enfin, quand tu es entrepreneur, il y a 2 choses. Tu vas avoir d'un côté l'État qui, mine de rien, te matraque énormément, faut être honnête. Moi, 66% de ma société retourne à l'État. Donc autant te dire que quand tu es entrepreneur, il faut que tu saches que 66% de ta société va retourner à l'État. D'un autre côté, tu as les collaborateurs qui aujourd'hui, certes, ont évolué, ils ont des bonnes positions, mais ça fait peut-être 1 an ou 2 ans qu'ils n'ont pas eu d'évolution de salaire. Et la vie fait que, là on est à 6% d'inflation, donc la vie fait qu'ils veulent négocier, ce qui est normal. Et je le comprends tout à fait. Mais d'un côté, tu as l'État qui te matraque, de l'autre côté, tu as quand même les collaborateurs qui disaient « Oh, ça fait 1 an et demi que j'ai pas été augmenté, je vais être augmenté », et toi, tu es au milieu de tout ça et tu compresses tout le temps. Donc en fait, un entrepreneur, pour moi, c'est vraiment entre guillemets, un sado, quoi. Enfin, c'est le mec qui aime se faire taper dans tous les sens et qui pour autant se dit allez, on y va et on continue, tu vois. Donc non, c'est tous ces aspects-là, mais nous on fait en sorte d'améliorer constamment les process pour justement, on évite d'augmenter trop nos prix, on essaye de rester dans les prix les plus corrects du marché, on est dans les moins chers du marché pour la qualité qu'on fait, et on essaye d'augmenter assez régulièrement nos collaborateurs. Après, on a mis en place une chose à My English School, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas un collaborateur pour l'augmenter, on lui donne des nouvelles responsabilités. Donc du coup, on a mis en place tout un projet de formation qui nous permet justement aujourd'hui, quand un collaborateur il a envie d'augmenter son salaire, ok, il n'y a pas de souci, quelles sont les nouvelles choses que tu aimerais faire à My English School? Et environ tous les ans, tous les années et demie, là ça fait qu'1 an et demi, tu vois, mais on a des évolutions en interne. C'est ce qu'on appelle la Maïs Greenhouse. En gros, le but c'est aujourd'hui tu es consultant, demain tu seras directeur de centre. On se donne ça comme objectif, augmentation de salaire sous X mois, X années, tu vois. Et ça marche bien.
Toi, tu vas négocier tout ce qui est matériel, tout ce qui est contractuel, fournisseur, ce genre de choses, mais tu vas pas négocier sur ta masse salariale ou sur ta ressource humaine. Pourquoi ce choix? Parce que l'humain est trop important. Très clairement. Enfin, nous, aujourd'hui, dans notre domaine, nos formateurs sont en CDI. Je crois qu'on est le seul centre de formation qui prend ses formateurs en CDI. On leur propose des CDI ou des contrats de freelance. Nos collaborateurs, aujourd'hui, moi, je regarde tout le temps ce qui se fait chez la concurrence, sont payés au minimum 400 à 1000 euros de plus net par mois que ce qui se fait dans notre domaine. Et pour autant, mes formations sont moins chères que les autres. Mais moi, tu regardes ma holding, elle prend pas 16 millions de renta par an. Elle fait 200 000. Mais au moins, tout le monde est bien payé et tout le monde est content. J'ai la même équipe depuis 5 ans. Et moi, pour moi, le turnover, c'est un casse-tête pas possible. C'est des formations constamment. C'est de la perte d'argent sur le long terme. Il faut garder une chose en tête, l'humain est le plus important. N'importe quel entrepreneur qui te dira « Ah oui, mais telle personne, elle est interchangeable ». On est tous interchangeables. Moi-même, CEO de la société, je suis interchangeable. Oui, mais quel va être le coût pour la structure ? Toi, en tout cas, aujourd'hui, ta vision de ta société, c'est une société qui va juste générer du cash. Aujourd'hui, toi, ta société, vraiment, tu as une autre vision sur ce type de société. Tu veux du développement. C'est quoi un peu tes objectifs, tes ambitions? Non, nous, l'objectif, c'est vraiment de développer et c'est de faire en sorte qu'on ait un centre Maïs à maximum 30 minutes de chaque personne qui suit une formation à Maïs. Donc là, tu vois, on a des formations à distance, mais c'est toujours avec un formateur. Et ça nous permet de savoir, il faut ouvrir rapidement Toulouse, parce qu'on a beaucoup de demandes à Toulouse, tu vois. On se développe par rapport à là où on a le plus de demandes. Je suis master franchisé aujourd'hui, j'ai des franchisés. Toutes les sociétés de franchise avec qui j'ai parlé m'ont dit la même chose. Mais t'es taré, il faut faire un développement en escargot, il faut que tu fasses Lyon, ensuite Saint-Étienne, ensuite Dijon, ensuite machin, il faut rester proche de toi. Quel est l'intérêt si les gens qui veulent suivre une formation avec Maïs sont à Toulouse? Je m'en fous d'ouvrir à Saint-Étienne, je m'en fous d'ouvrir à Besançon. La deuxième ville où on avait le plus de demandes, c'était Dijon. Notre deuxième centre, ça a été Dijon. La troisième ville où on a eu le plus de demandes, c'était Bordeaux. Troisième centre à Bordeaux. Potentiellement, quatrième centre, ça sera ou Toulouse ou Besançon, parce que c'est là où on a le plus de demandes. Je veux que les gens puissent suivre des formations en présentiel s'ils le souhaitent. Ils peuvent faire du distanciel, mais il faut remettre l'humain au centre du projet de formation. S'ils veulent faire du présentiel, il faut que je leur donne l'opportunité de le faire. Même si ça me coûte des frais de déplacement. C'est pas grave. La qualité est clé. Comment tu fais pour suivre tous tes indicateurs par rapport à ça? Ouah, ça c'est Julie. C'est Julie. Ça c'est la reine. Julie, c'est... Vous parlez peut-être un petit peu de ce qui a été mis en place, parce que c'est quand même une grosse partie, et j'ai l'impression que sans ça, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. Clairement. Donc dis-nous un petit peu la philosophie qu'il y a eu derrière. Alors en fait, si tu veux, moi, les premiers 18 mois, on a racheté la société, c'est moi qui gérais quasiment tout, j'étais toute seule. J'avais mon associé Fabio qui, lui, gère toute la partie pédagogique, qui est déjà un gros truc, et moi, je gérais l'admin, la finance, tout ce que tu voulais, le marketing. Donc je m'étais dit, j'ai 100 000 de budget, 120 000 de budget. Puis j'étais en mode, allez, t'as la gadoue, la magie cadeau, tu vois, je jetais 10 000 par là, 20 000 par là, ça me ramène un peu de thunes, ok, je continue. Mais j'avais rien comme suivi, rien. Là, tu vois, Julie, qui est quand même ma compagne, qui elle est une experte dans l'analyse, quand elle est arrivée à Maïs, c'est la première chose qu'elle a revue, tu vois. Elle a revu tous les KPI de dépenses. Aujourd'hui, je pense qu'on est la seule société qui a une trentaine de collaborateurs à utiliser Power BI, tu vois. Payer Power BI pour avoir tous les KPI dont on a besoin de regarder. Non, je te jure, les banques, ils hallucinent. Hein. Moi, mon commissaire au compte, parce que j'ai un commissaire au compte, chaque année, quand il me dit combien t'as dépensé en marketing et qu'est-ce que ça t'a rapporté, à l'euro près, je peux lui dire tel jour j'ai dépensé 700 €, ça m'a rapporté ça. Et en fait, elle nous a mis en place des KPI de malade. Elle est sur l'analyse constante. On sous-estime beaucoup ce que le AdWords apporte. Tu vois, souvent on donne à des freelances ou on donne à des sociétés la gestion de nos AdWords. Moi, je faisais ça. Je payais 2000 balles par mois à une agence qui me rapportait 1005. Julie, elle toute seule, pour te donner une idée, hein, elle avait 120 000 de budget comme moi, elle en a dépensé 70, mais en étant à fond sur tous les KPI, elle a ramené 1 million de CA. 1 million de CA. Moi, pour 120 000, j'en ai ramené 700. Certes, j'ai fait de l'argent, mais j'ai ramené pour 120 000 de dépenses, j'ai ramené 700 000. Elle, pour 70 000, elle a ramené 1 million. Le mois dernier, on a fait sur une dépense x25. Sur certaines campagnes qu'on fait, on fait du x25, alors que dans notre domaine, normalement, si déjà tu fais du x3, x4, c'est énorme. Mais ça sert à rien que je le dise aux gens, les gens me croiraient pas. Les gens me traiteraient de menteuse. Du coup, je l'ai montré à Clément. Je lui ai dit, viens, je vais te montrer un peu mon système. C'est pour ça qu'il me pose la question. Et aujourd'hui, justement, tu as fait un petit écosystème par rapport à tout ça. Donc, tu as tes centres de formation. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un panorama de ce que c'est que My English School aujourd'hui par rapport à ce que c'était avant? My English School, quand moi, je l'ai racheté, c'était Maïs Lyon. On était tout seul, enfin, il n'y avait que le centre de Lyon en France. Aujourd'hui, on en a 3, un 4e qui ouvre à Lyon, donc un 2e à Lyon. On a des potentielles ouvertures, on a 4 potentielles ouvertures l'année prochaine. L'année dernière, ce serait déjà trop tard. On en a fait 4 cette année. Mais on a 4 potentielles ouvertures l'année prochaine et on est passé d'un groupe qui faisait moins 360 000 de chiffres à un groupe qui a clôturé l'année dernière à 1,6 million avec une renta assez bonne dans notre domaine.
On est à 18% de renta nette, enfin je peux même le dire. On est à 18% de renta nette. C'est pas le mieux ce qui se fait dans le domaine, puisque tu vois en général le domaine c'est 30%. Mais moi ma masse salariale ça représente 58% de mon chiffre, quoi. Alors que chez les concurrents c'est plus 30, tu vois. Tu peux déjà nous dire les problèmes ou le principal problème que tu as eu par rapport à ton logement et comment est-ce que du coup tu as réussi à le résoudre ce problème? Je vais te parler d'un problème qui est très concret et que j'ai pas encore résolu mais qui est toujours en cours et qui devrait être résolu cette année, mais, parce qu'il est super important. Moi mon plus gros combat actuellement c'est contre l'État, contre le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, nous, dans les centres de formation, je vous le disais tout à l'heure, toutes les formations sont financées. Là, on est en train de rentrer dans un système où, si tu veux, l'État veut tellement contrôler la formation, ce qui est très bien, attention, qu'on est passé de 119 000 centres de formation sur la plateforme Mon Compte Formation à moins de 9 000. On a divisé par 3 le nombre de demandes de formation. On est passé d'un budget sur 4 ans à 6 milliards. À l'année dernière, on n'a même pas fait 1,6 milliard, je crois, de dépenses. Et l'État continue constamment à vouloir trouver des solutions d'optimisation. Sauf que ce qu'ils oublient de dire, c'est que chaque société aujourd'hui en France cumule par employé entre 500 et 800 euros pour le droit à la formation. Ce qui représente au minimum, 19 milliards d'euros par an. Ils ont dépensé 6 milliards en 4 ans. Où passe l'argent? Déjà, ça c'est ma première question. Parce qu'aujourd'hui, l'État est en train de passer une réforme où ils veulent faire payer 30% de reste à charge aux gens qui souhaitent se former. Ça veut dire que si une formation coûte 2 000 euros, que tu as 2 000 euros sur ton CPF, on va quand même te demander de financer de l'argent de ta poche. Et c'est là où moi je me bats en ce moment. Donc j'ai écrit au président de la République, j'ai écrit à son cabinet, j'ai eu des retours, et aujourd'hui on tendrait plus vers un ticket modérateur qui serait entre 50 et 100 euros. Donc si ça marche, je peux vous assurer que derrière ça n'a pas été facile de le mettre en place pour moi, mais aussi mes collègues, hein, genre Arnaud de Lingueo, je ne sais pas si vous le connaissez, mais enfin, ce mec est incroyable. Il se bat tous les jours, et c'est un homme de l'ombre, mais ce mec se bat pour que chaque Français puisse bénéficier de son euro quand il veut se former, en fait. Du coup, là, ça fait quand même plusieurs années que tu es chef d'entreprise vraiment à plein temps sur ce projet-là. Comment est-ce que tu vois ton ouverture dans ta vie entrepreneuriale ? Est-ce que tu te vois monter d'autres projets, investir dans d'autres projets? Parle-nous un peu de tout ça. Moi, j'ai constamment cette crainte de tout perdre. En même temps, je pense que de là où je viens, c'est compréhensible. J'ai constamment peur de tout perdre, donc du coup, je mets jamais tous mes œufs dans le même panier, tu vois. Aujourd'hui, j'ai mon groupe, on a 5 sociétés, mais à côté de ça, j'investis dans des dizaines de startups. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, non? J'ai été nommée top 7 des BA féminins français par Challenge et je suis le numéro 7 française. C'est incroyable. Ouais, j'aurais jamais cru, hein. J'ai dépensé que 500 000 l'année dernière en investissement, tu vois. Moi, pour moi, 500 000, c'est un petit ticket, tu vois. Bah, apparemment, pour les femmes, c'est énorme. Et tu as aussi été nommée à Forbes, les 40 femmes... Ouais. Je crois que c'est ça, non? Ou c'est 40 and 40? Non, c'est les Forbes, les 40 femmes les plus influentes et inspirantes, ouais. Par rapport à ça, enfin, je sais pas, Forbes, Challenge, pour moi, c'est un peu des magazines, tu vois, que... Bah déjà, j'ai vécu 2 ans à New York, donc Forbes à New York, c'est un truc de dingue. Là, j'ai tous mes amis à New York qui m'ont mis partout, ils sont trop fiers de moi. Limite, j'en ai une, elle me dit, je vais louer un Times Square pour le mettre sur... Calme-toi, c'est bon, c'est Forbes de France, on va se calmer. Mais tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est énorme pour moi. C'est énorme, c'est énorme. Et tu vois, enfin, j'ai l'humilité de dire que c'est énorme et ça sera jamais normal pour moi. Tellement de gens qui sont pas connus et qui font 10 000 fois mieux que moi. J'ai rencontré il y a un mois en arrière une dame qui s'appelle Marguerite Garcia, que je suis tombée amoureuse d'elle. Cette femme, elle se bat depuis 30 ans contre des maladies dégénératives, notamment Huntington, mais aussi la maladie de Charcot. Elle galère à avoir des finances par les entreprises. Elle galère à avoir des dons alors qu'elle se verse pas de salaire, tu vois. Enfin, elle fait tout de bon cœur parce qu'elle a perdu la moitié de sa famille de ces maladies-là. Et aujourd'hui, je me dis, des femmes comme ça, elles sont nulle part. Et elles font tellement plus que moi chaque jour, tu vois. Elles accompagnent, parce que quand tu as ces maladies-là, tu te retrouves dans des domaines où en fait, tu vas mourir, tu le sais. Mais est-ce que parce que tu vas mourir, on va pas essayer de t'accompagner au mieux vers la mort, tu vois? T'as des mecs, ils ont besoin de fauteuils roulants, ils ont même pas d'argent pour acheter des fauteuils roulants, tu vois. C'est ce genre de femmes-là qui devraient être les 40 femmes les plus influentes, tu vois, de France. Quelles sont un peu des missions? Est-ce que tu as des missions, un peu des rêves, des objectifs que tu aurais vraiment à long terme? Déjà, moi j'ai signé officiellement devant un notaire que 99% de ma fortune retournera à des associations que j'aurais choisies. Mais la vie c'est ça, enfin, j'ai un enfant, moi j'ai grandi sans rien, je vais pas faire en sorte que mon enfant ait 1 million d'euros sur son compte en banque. Pour autant, je voulais pas commencer d'enfant tant que j'avais pas 1 million d'euros sur un compte en banque, va comprendre la logique. Fallait que j'ai cette sécurité-là de me dire, s'il m'arrive quelque chose, mon fils sera pas à la rue, tu vois. Mais demain, si je meurs, je veux que mon fils il ait quelque chose pour commencer sa vie, mais je veux pas qu'il soit millionnaire tout de suite. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Tu veux qu'en fait il grandisse, qu'il évolue comme toi tu as évolué? Mais clairement. Ce qui du coup lui permettra d'avoir cette mentalité également de... Bon, il démarrera avec un peu plus pour être honnête, hein, parce que moi j'ai démarré avec 0. Enfin là aujourd'hui, je sais pas, je crois qu'on a un patrimoine au total, on doit être autour de 15-20 millions d'euros. Est-ce que tu crois vraiment qu'un gamin, si moi il m'arrive quelque chose, à 15-20 millions d'euros, il sait faire quoi que ce soit de cet argent? Non.
bah, c'est 15-20 millions, 99% retourneront à la France, qui au final, je le redis, hein, a fait ce que je suis aujourd'hui. Enfin, je ne serais pas la même personne si j'avais grandi dans un autre pays. J'ai fait mes études jusqu'en master parce que j'étais en France et que c'était gratuit et que j'avais cet accès-là. Parce que tu sais, tu vois beaucoup, notamment sur LinkedIn, des fois de French bashing ou des gens qui disent ouais, voilà, c'est une honte, etc. Et c'est de pire en pire. Oui, j'ai été nommée dans un truc comme ça dernièrement. Ouais. Et du coup, tu te dis ouais, mais sur quels critères en fait, tu vois, c'est en comparant à quoi? C'est parce que oui, c'est peut-être qu'il y a eu des périodes où c'était mieux, mais d'un autre côté, tu compares à d'autres pays, même de l'Union européenne. Il y a plein de pays où ça va moins bien. Toi, par rapport à ça, je pense que tu as un avis qui est très tranché par rapport à ça. Tu fais des gens qui sont fiers même de payer leurs impôts en France et qui n'ont pas de problème avec ça par rapport à... Même si tu disais 66%, c'est quand même énorme. Mais à côté de ça, quand on a eu le Covid, le quoi qu'il en coûte a fait que ma société a survécu. Alors que, je peux te le dire, hein, moi j'ai beaucoup d'amis en Espagne, ils ont tous fini au chômage, ils ont eu le droit à 3 mois de chômage, ils ont fini à la rue. Donc je suis désolée. À côté de ça, aujourd'hui on se plaint, on a une inflation de 6%. On est l'un des pays européens où on a la moins forte inflation. Et pour autant, on a été l'un qui a le plus donné pendant le Covid. Enfin moi aujourd'hui, on me demande de donner même 70% de ma boîte à l'État, je le ferai. Parce que pour moi, c'est la communauté et on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui si on n'était pas français. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Et moi, je vois un peu tous ces nouveaux, là, tu vois, un peu tous ces nouveaux, je les appelle les nouveaux riches, qui, eux, vont se faire du 10, 15, 20, 30 000 balles par mois. La première chose qu'ils vont essayer d'aller faire, c'est se mettre à Dubaï. Dubaï, il y a 0%, mais là, maintenant que ça va pas bien à Dubaï, ils reviennent tous en France. Bah non, reste à Dubaï. Tu vois, moi, j'avais une amie, elle vivait aux États-Unis, à chaque fois qu'elle devait accoucher, elle rentrait en France. Bah, va accoucher aux États-Unis. T'es tellement fière d'y vivre. Vas-y. Ah non, ça te coûte 25 000 $ un accouchement, t'as pas envie de le payer, donc tu viens accoucher en France. C'est inadmissible. Tu te vois où dans 5 ans, 10 ans Professionnellement parlant, j'espère que mon groupe il sera beaucoup plus grand qu'il l'est aujourd'hui. J'ai pas envie de grandir au point où on perd l'identité qu'on est. C'est-à-dire que si demain j'ai que 20 centres et que ça marche très bien comme ça, je garderai 20 centres, j'en aurai pas besoin de 70, tu vois. Je vais pas grandir pour grandir. Mais je pense que, déjà, je peux te dire à l'année prochaine. Moi, l'année prochaine, je suis en train de quitter un peu l'opérationnel. J'ai mon directeur de centre actuel, Anthony, qui va potentiellement reprendre les rênes un peu plus de la direction opérationnelle de la société, mais tu vois, toujours en interne. Je vais pas aller chercher en externe. Je le forme pour qu'il soit capable de le faire. Et je m'entoure des bons collaborateurs pour pouvoir, moi, passer plus de temps à investir dans des startups et aider des plus petits projets à grandir. J'aime appeler ça un peu, tu vois, le pantin de la société. Je dis tout le temps ça, je suis le pantin de ma boîte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je suis invitée dans des émissions de télé. Je suis plus dans l'opérationnel, en fait. Aujourd'hui, je suis invitée à droite, à gauche, on m'invite à des soirées. Je suis un peu représentation, pantin de la boîte. C'est gentil ce que je dis. Mais à côté de ça, il y a peu de chefs d'entreprise qui se rendent compte que si eux sont capables de faire tout ça, c'est que derrière, t'as des gens qui gèrent la boîte déjà. Tu vois. Moi, tous mes collaborateurs, ils me voient une fois par semaine et ils me disent pas mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Non, ils sont contents parce que je leur fais confiance, je suis là quand ils ont besoin de moi. Mais la boîte, elle tourne aujourd'hui sans moi. Donc je suis remplaçable. Tu investis vraiment au tout début des projets, tu investis en fonction d'un profil humain, tu investis... c'est quoi tes critères? Alors deux choses. J'investis toujours en pré-seed ou en seed et des tickets entre 50 et 100 000 euros. Pour vraiment les aider à se développer. Je ne vais pas mettre des tickets de 10, ça ne m'intéresse pas, ça ne rapporte rien pour l'entrepreneur ni pour moi en quelque sorte. Et j'investis toujours en des personnes qui n'ont rien eu dans la vie. Parce que je pars du principe que quand tu donnes 50 000 à quelqu'un qui a toujours galéré, il va faire en sorte d'en faire 100 000. Et c'est peut-être une erreur, hein. Quand tu donnes 50 000 à quelqu'un qui a eu l'habitude de tout avoir dans sa vie, il ne va pas avoir la même valeur entre les mains. Ça me fait penser à Anthony Bourbon, justement, cette manière de faire qui lui a un côté très... voilà, si tu viens pas... du fond, tu peux pas comprendre en fait. Anthony, on a investi dans pas mal de startups ensemble. Il est fonds, Non, alors moi je suis pas du tout en blast. J'ai investi avec mon propre fonds d'investissement. J'ai créé mon propre fonds d'investissement du coup. Mais c'était le but, hein, de pouvoir, tu vois, l'argent qui reste sur ma boîte. Je crois que je suis la plus pauvre des riches parce que je me verse quasiment rien de salaire. Je crois que je suis à 2000 balles de salaire par mois et encore. Mais par contre, j'investis tout. Je veux investir, je veux aider les autres, je veux faire grandir. Il y a plein de choses à faire. Et Anthony et moi, je vois souvent le nom d'Anthony Bourbon dans les sociétés dans lesquelles j'investis. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 3 ans pour ta vie personnelle? Un deuxième enfant. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et d'être toujours avec ma femme jusqu'à la fin de ma vie. C'est tout ce que vous pouvez me souhaiter. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci. Déborah, ça nous a fait réellement plaisir de t'avoir sur Esprit Entrepreneur. Peut-être un mot de la fin? Mot de la fin, les gars, je vous adore. Franchement, vous avez été incroyables. Je crois que vous êtes les plus professionnels qui m'ont interviewé, quoi. J'ai eu un rendez-vous avant, je savais ce que j'allais faire. Vous êtes incroyables. Vous allez aller très loin.
Notre objectif sur Esprit Entrepreneur, c'est vraiment de s'amuser, on va dire, avec justement nos interviewés. Et en fait, juste qu'on passe un bon moment. Et donc, C'est ce qu'on veut faire ressentir à la personne qu'on interviewe, tout en allant chercher quand même des choses qui sont intéressantes. Nous aussi, on a fait des exercices d'être interviewé. Alors, on l'a pas fait souvent, mais on l'a fait. Et des fois, ce qu'on reprochait à la personne, c'est d'avoir vraiment des questions où même quand t'écoutes la question, t'as la flemme de répondre, tu vois, parce que tu te dis, mais putain, mais c'est bateau, quoi. Clairement. Tu vois, tu vois l'idée, quoi. Donc on essaie justement de se passer à l'opposé de ça en disant, si on s'embête à faire des recherches, puis un rendez-vous de préparation, puis un plan de tournage, et ensuite on tourne, c'est pour aller chercher des choses peut-être un peu plus profondes qui sont pas forcément les plus évidentes à aller chercher. Non, mais clairement, et je trouve ça beau. Après, moi, je me suis jamais ouverte autant dans un autre podcast ou une autre émission de télé, honnêtement. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube, à laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous retrouverez l'intégralité des épisodes d'Esprit Entrepreneur sur notre chaîne YouTube et sur notre plateforme de podcast préférée. Vous allez également retrouver en exclusivité des extraits shorts, en fait, qui n'ont pas forcément été tournés dans cette interview sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Salut à tous.